Vladimir Poutine et la Russie ont présenté leurs conditions pour mettre fin au conflit. Selon NBC News, les exigences de Poutine envers l'Ukraine confirment une position que l'Occident a toujours soupçonnée. Aucun compromis. Le mémorandum ressemblait moins à un plan de paix qu'à une exigence de capitulation de l'Ukraine, de démilitarisation et de transformation en vassal de Moscou. Parallèlement, il y a des personnes comme Lindsey Graham qui se sont exprimées très explicitement sur ce sujet. Voici ce qu'il a déclaré lors de sa visite surprise à Kiev, quelques jours avant les pourparlers d'Istanbul et toutes ces attaques. Le président Trump a dit que l'Ukraine n'a pas de bonne carte. Eh bien, la Russie est bien plus grande et a beaucoup plus d'habitants. Je comprends cela. Mais le monde a beaucoup de cartes contre la Russie. Et l'une de ces cartes que nous avons est sur le point d'être jouée au Sénat des États-Unis. En Amérique, il y a plus d'une personne à la table de jeu. Nous avons 3 branches du gouvernement et la Chambre ainsi que le Sénat sont prêts à agir. Qu'est-ce qui nous ferait changer d'avis si la Russie venait à la table et acceptait un cessez-le-feu? Eh bien, quand je vois Lindsey Graham, j'ai envie de vomir, en général. Et il vient de mon état d'origine. Je vais mettre chaque centime qu'il me reste sur mon compte en banque derrière la femme qui se présente contre lui, parce qu'elle est vraiment exceptionnelle. Comme mon père le disait, Lindsey Graham est un abruti, et je ne lui donnerai pas un centime de plus. C'est un sacré menteur, l'un d'eux, juste avant de mourir. C'était sur son lit de mort. Il s'est vraiment brouillé avec Lindsey. Et il habitait juste au bout de la rue, à Cross Creek Plantation, dans une des maisons de Lindsey à l'époque. Mais c'est un abruti. Et je ne prends rien de ce qu'il dit pour parole d'évangile, sauf quand il s'agit de ses déclarations sur l'Empire. Un empire. D'ailleurs, Lindsey n'a probablement pas regardé le marché obligataire récemment, mais un empire qui est en train de sombrer à toute vitesse. Si on regarde les obligations, les Japonais viennent de dire « Désolé, on n'en veut plus ». Certainement pas de 30 ans et probablement pas non plus de 2 ans. Et les citoyens américains disent la même chose maintenant. Donc on se dirige vers une chute énorme. Et l'exclamation de Lindsey à ce sujet, telle qu'elle a été conçue dans son esprit, que nous sommes si grands et si puissants, et que nous avons de nombreux leviers à actionner pour simplement mettre Moscou à genoux, est absolument ridicule. Et Lindsey va s'en rendre compte au cours des 18 à 24 prochains mois. Je plains, et je n'aurais jamais cru dire cela, le Sénat des États-Unis lorsqu'il devra faire face à ce qui s'annonce. Cela dit, je ne pense pas que la Russie soit en train de s'effondrer selon un seul des paramètres que nous connaissons depuis un certain temps déjà. Et je ne pense pas qu'ils soient sur le point de s'effondrer selon un seul paramètre, car ils ont, par le sang et les sacrifices, gagné. C'est ainsi que fonctionnent les guerres. Vous savez, relisez votre Clausewitz. C'est ainsi que ça fonctionne. Un camp gagne et un autre perd, ou bien il y a une impasse et une puissance supérieure intervient. Vous savez, il existe toutes sortes de permutations. Mais dans ce cas, un camp a gagné et l'autre a perdu. Or, ce n'est pas vraiment une guerre entre l'Ukraine et Moscou. C'est en réalité une guerre entre les États-Unis d'Amérique et leurs États vassaux en Europe, qui cesse rapidement de l'être, et la Russie. C'est une toute autre dimension. Ainsi, le fait que Donald Trump doive participer à cela est une condition primordiale, car la guerre oppose en réalité, malgré ses dénégations, lui-même à Poutine ou la Russie aux États-Unis, avec l'OTAN en appendice et l'Ukraine comme proxy ensanglanté, vraiment ensanglanté. Cela va durer indéfiniment parce que nous le voulons, et la Russie n'abandonnera pas. Peu importe combien de temps nous discutons ou dans combien de villes nous discutons, c'est la réalité de cette situation. Et il sera très difficile de changer cette réalité, à moins que quelqu'un ne déclare forfait. Et je ne vois pas Donald Trump déclarer forfait. C'est l'homme de l'art de la négociation.
et il doit sortir gagnant de tout ce à quoi il participe. Même si c'est principalement au sommet, si vous voulez, au sommet géostratégique, géopolitique, les États-Unis, la Russie et de meilleures relations. Ces relations sont aujourd'hui tellement détériorées que je ne suis même pas sûr qu'elles puissent être rétablies. Mais même si c'était possible et que c'était sur cela qu'il se concentrait, la base va le mettre en difficulté. Donc je ne suis pas du tout optimiste à ce sujet. Eh bien, l'un des grands problèmes avec cette administration est un problème fondamental. Ce n'est pas seulement le cas de cette administration. Je dirais que c'était aussi vrai pour l'administration précédente. J'en viens presque à apprécier l'administration Obama, même si j'ai été un grand critique de toutes les nouvelles guerres qui ont été lancées, etc., parce qu'il y avait au moins une certaine logique. On pouvait suivre un raisonnement. Mais ici, ce n'est pas possible. Le problème, voyez-vous, c'est que si toutes vos idées, croyances et suppositions concernant les parties avec lesquelles vous traitez dans le système international, comme la Russie par exemple, sont fondées sur des éléments de langage erronés qui tournent en boucle sur Fox News, comme Poutine veut conquérir toute l'Europe, et que Zelensky les répète dans ses discours. Il dit « Nous tenons la ligne ici en Ukraine, mais nous la tenons aussi pour toute l'Europe. Et nous allons forcer la Russie à la table des négociations. » J'entends exactement les mêmes éléments de langage sur CNN. J'entends les mêmes éléments de langage dans l'administration Trump, au final, lorsqu'ils ont des conversations à travers leurs différents acteurs, membres du cabinet et porte-parole. Si c'est le cas, il est impossible d'avoir une politique cohérente. C'est voué à l'échec. Chaque orientation politique que vous prendrez ne réussira pas. Si votre idée de ce qui se passe et de qui vous avez affaire est complètement fausse et basée sur un raisonnement circulaire et de la propagande, c'est un peu la situation des États-Unis en ce moment. C'est la situation à Washington actuellement. C'était mauvais sous l'administration Biden. Cela pourrait être encore pire sous l'administration Trump. Et si l'on parle du Moyen-Orient, les hypothèses et idées deviennent encore plus erronées. Donc il y a ce problème. C'est un problème fondamental. Mais l'autre point est, et je ne veux pas paraître trop dramatique en évoquant l'histoire, que si les États-Unis ne jouent pas un rôle central, il faut évidemment être responsable, bien informé et compétent en matière de négociation et de diplomatie. Mais il y a un grand danger à ce que les États-Unis se retirent, car d'autres éléments peuvent combler le vide. D'accord? Il y a d'autres acteurs européens qui ont en fait joué le rôle de chef de file. Je parle par exemple du Royaume-Uni. La rhétorique y est beaucoup plus virulente. Elle l'a été tout au long du conflit, de Boris Johnson jusqu'à Keir Starmer. Et donc, le Royaume-Uni a un agenda très différent, on pourrait même dire probablement différent de celui des États-Unis. Je sais qu'ils ont travaillé ensemble, main dans la main, depuis longtemps, mais ils donnent à la Grande-Bretagne, et peut-être à d'autres pays, peut-être à des acteurs dangereux, et peut-être à des pays légèrement plus idéologiquement motivés comme la Pologne, compte tenu de leurs relations historiques avec la Russie. Ce sont précisément les situations qu'il faut éviter. Parce que si les États-Unis se retirent, ils finiront par être entraînés à nouveau. L'histoire a montré que les États-Unis ont été entraînés dans 2 grandes guerres au siècle dernier, à 2 reprises, puis ont dû organiser la reconstruction après la catastrophe. Voulons-nous revivre cela ou pouvons-nous agir pour l'empêcher? Et je ne crois pas aux coïncidences. Et le START, je crois que le colonel Wilkerson, ou Ray, a mentionné le traité START. Cette attaque cette semaine est très significative, car plus que tout, c'est une guerre qui a été déclarée contre le traité START. Tous ces accords ont expiré. Le traité ABM, le traité F, le traité Ciel ouvert, et maintenant le traité START.
Donc, je pense que c'était une provocation très calculée et je ne pense pas qu'elle vienne de Kiev. Je pense que cela vient d'un pays de l'OTAN, peut-être la Grande-Bretagne, peut-être les États-Unis. Certains éléments au sein du renseignement américain étaient bien au courant, ont fourni le renseignement, la surveillance et la reconnaissance, ISR, pour ces attaques. J'en suis sûr, mais avec une certaine dénégation plausible, parce que les États-Unis ont peut-être gardé leur distance avec l'opération elle-même. Mais réfléchissez à cela. Aucun hasard là-dedans. Le traité START doit être réexaminé très bientôt, et ils veulent obtenir cet accord global, comme avec l'Iran. Ils veulent regrouper tout cela dans un immense accord englobant. Cela n'arrivera pas, mais nous continuons à subir ces provocations. Et vous savez quoi? La semaine dernière, la Grande-Bretagne a lancé sa revue stratégique de défense. Et l'élément central de celle-ci, ce n'est pas un hasard, s'appelait le Kill Web. Il s'agissait d'essaims de drones. Et cette opération montée par les Ukrainiens avec l'aide d'acteurs de l'OTAN s'appelait Opération Toile d'araignée. Je ne crois pas aux coïncidences. Je pense que c'était délibéré. C'est l'avenir de la guerre asymétrique. Et comme l'ont dit nos autres intervenants, cela peut simplement continuer indéfiniment. Et c'est extrêmement dangereux, parce que ici, on a la capacité de menacer des gouvernements, de les paralyser par des vagues constantes de ce type d'attaque, de paralyser des gouvernements. Et lorsqu'on a affaire à des puissances nucléaires, à un certain moment, une puissance nucléaire pourrait choisir de lancer une frappe préventive si elle estime qu'il existe une menace existentielle pour sa dissuasion nucléaire. C'est un domaine très dangereux. Nous ne pouvons pas continuer sur cette voie. Je ne pense pas que ce soit une option raisonnable sur laquelle parier. Et le discours à Londres du ministère de la Défense et de tous les autres, c'est « oui, il faut donner une leçon à la Russie, il faut leur faire payer ». L'Ukraine va, vous savez, prendre le dessus maintenant. C'est ce que l'on croit depuis 3 ans. Donc les États-Unis devraient intervenir pour dire « Nous n'allons pas faire ça ». Mais ce n'est pas ce qui se passe avec l'administration Trump. C'est extrêmement préoccupant, en plus du reste de l'Europe. Mais quelqu'un doit, un dirigeant mondial, un gouvernement doit, prendre l'initiative et montrer la voie. Parce que l'administration Trump, Donald Trump lui-même, n'est pas informé de beaucoup de subtilités de ces questions et ne délègue pas, à mon avis, à des experts compétents dans les domaines concernés. Je pense qu'il est très faible. Il montre qu'il est un dirigeant très faible et il est aussi distant, à bien des égards, que Joe Biden. Si l'on met de côté la rhétorique. Et j'espère le meilleur, mais je reste aussi réaliste, parce que j'observe la façon dont la situation évolue. Et je vois que cela prend une mauvaise tournure sur les 3 principaux points de tension en ce moment. Il faut s'en occuper maintenant, sinon les choses pourraient devenir incontrôlables à l'avenir. Vous savez, Vladimir Poutine et la Russie ont été très fermes. Il s'agit essentiellement de faire pression sur la Russie pour qu'elle capitule et abandonne ce qu'elle réclame depuis plusieurs années maintenant, depuis le tout début de cette affaire. Et la Russie refuse tout simplement. Poutine ne cédera pas, il ne capitule pas. Alors, qu'est-ce que tout cela vous inspire? Sur fond de volonté commune de Poutine et Trump d'établir une relation plus décente entre les États-Unis et la Russie, c'est la réalité omniprésente ici. Ils sont d'accord là-dessus, ils y accordent la priorité. Tout le reste, à mon avis, est secondaire. Et si vous adhérez à ma théorie, vous pouvez comprendre beaucoup des sanctions auxquelles Poutine ne sera pas provoqué à réagir, ainsi que la manière dont Trump continue de soutenir Poutine. Par exemple, en encourageant les pourparlers en Ukraine. Ils ont tous les deux un intérêt commun à cela, mais ils ont aussi un intérêt commun à se permettre mutuellement de se retirer de l'Ukraine. Poutine a gagné, comme l'a dit Larry.
Oui, il a gagné, mais Trump a besoin d'un peu de poudre aux yeux pour masquer la défaite. Et Poutine, à mon avis, est assez flexible pour le lui offrir. Pourquoi? Parce que c'est un chic type? Non, parce qu'il ne veut pas s'emparer de toute l'Ukraine, d'accord? Alors qu'en est-il d'Odessa? Qu'en est-il de Kharkov? Vous savez, l'idée que les forces russes combattent les Ukrainiens à Odessa, une ville magnifique, ou à Kharkov, c'est insensé. Poutine ne veut pas faire ça. Donc il y a une marge de négociation. Poutine a dit, il y a 2 ans et demi, à la fin d'une de ces longues séances de questions-réponses dont je crois être le seul à avoir lu la transcription, il a dit, vous savez, Odessa pourrait être un Yabloko Razdora, une pomme de discorde. Pensez à votre mythologie, d'accord? Ou cela pourrait être une façon de rapprocher des différences irréconciliables afin que nous puissions résoudre des problèmes vraiment difficiles. C'est ce que pourrait être un geste. Je pense qu'il y a encore une possibilité. Est-ce que Poutine veut détruire l'Ukraine? Je ne le pense pas. Je crois qu'il préférerait une Ukraine suffisamment viable, et elle ne peut pas l'être sans accès à la mer, ce qui signifie Odessa. Donc, il y a des éléments sur lesquels travailler ici. Maintenant, en ce qui concerne la propagande, le message public, la rhétorique, c'est intéressant. Biden a dit plusieurs fois, « Pensez-vous que Poutine va s'arrêter à l'Ukraine, à la Pologne, aux pays baltes ?» Eh bien, il sera très facile pour Poutine de dire, « Regarde, Donald, c'est comme ça qu'on fait. » Je vous promets que je n'essaierai pas de prendre le contrôle de l'Ukraine. Je vais l'écrire noir sur blanc. Ni la Pologne, ni les pays baltes. Je vous le promets. Et vous pourrez présenter cela au public américain endoctriné, comme si vous aviez réussi à me faire accepter cela. Maintenant, ce que le public américain ne sait pas, et c'est essentiel, d'accord, c'est que les Russes se sont arrêtés. Ils se sont arrêtés en mars, 6 semaines après l'invasion de l'Ukraine, parce qu'ils ont fait très peur à Zelensky et qu'il a choisi son meilleur ami pour négocier avec eux. Et ils ont eu une première négociation. Maintenant, ce sera beaucoup plus difficile. Mais je ne pense pas que les Russes veuillent plus que ce qu'ils ont déjà. Ils ont le pouvoir d'insister là-dessus. C'est en marge ici. Et encore une fois, sur fond de ce désir démesuré, que je n'arrive pas vraiment à expliquer, mais dont je sais qu'il existe, des deux côtés, de créer une relation plus décente l'un avec l'autre, une détente Russie-États-Unis, voire un rapprochement. Je pense que ça peut être expliqué progressivement au peuple américain. Et c'est pourquoi, alors qu'ils continuent de parler encore et encore, c'est une bonne chose. Nous pouvons les laisser continuer. Les Russes continueront de progresser et leur position se renforcera. Et finalement, Trump se rendra compte, eh bien, qu'est-ce que Poutine va me donner pour que je puisse mettre ce rouge à lèvres sur ce fameux cochon? Nous savons que la CIA, que les services de renseignement américains, les services de renseignement britanniques, nous savons qu'ils sont activement impliqués pour aider l'Ukraine dans ce type d'opération, comme ce que nous avons vu avec la soi-disant opération Spiderweb et toutes ces attaques sur le territoire russe. Est-ce que cela ne finira pas par, si cela continue encore et encore, est-ce que cela ne finira pas par mener à un type d'attaque, ou pourrait mener à un type d'attaque auquel la Russie ne pourra pas ne pas répondre, et qu'elle sera obligée de répliquer de manière massive? Et je pense que c'est l'un des dangers que je vois si cela continue indéfiniment. Quel est votre avis? Eh bien, comme Clausewitz le souligne très clairement, en particulier dans le livre Oui, on ne sait jamais quand ce moment va arriver, une fois qu'on a lâché les chiens de la guerre. On ne sait jamais. Et plus on s'enfonce dans le conflit, plus notre ignorance grandit. Permettez-moi de dire un mot sur Odessa. Si vous avez lu Alan Furst, qui est un meilleur historien que la plupart des historiens, vous savez qu'Odessa est essentiellement une ville criminelle. Des gens magnifiques, certes,
mais une existence proche de la mafia. Et je ne pense pas, comme Ray l'a dit, que Poutine la veuille. Je sais que ces commandants de la marine en salivent probablement, car s'ils l'avaient, ils disposeraient alors de 3 ports majeurs sur la rive nord de la mer Noire. Et cela rendrait nos incursions dans cette mer très risquées. En termes d'intérêt stratégique, si j'étais un marin, je voudrais certainement achever mon coup d'État, si l'on peut dire, en ce qui concerne la mer Noire avec Odessa. Mais je ne voudrais pas des problèmes qu'Odessa apporterait, pour les raisons mêmes qu'Alan Furst décrit de façon saisissante dans presque tous ses livres, d'une manière ou d'une autre. Je suis donc d'accord avec Ray. Je ne pense pas que Poutine veuille avoir affaire aux partisans qui, rien qu'à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, pour ne rien dire d'avant, comptaient parmi les pires au monde en matière de massacres, hommes, femmes, enfants, prenant vos dents en or, et ainsi de suite. C'est ce qu'il attendrait s'il essayait d'occuper toute l'Ukraine, sans parler d'autres qui pourraient participer depuis l'autre côté de la frontière, pour ainsi dire. Je suis donc d'accord pour dire qu'il ne veut pas tout prendre, mais il pourrait être contraint d'aller plus loin que ce qu'il souhaite lui-même. Parce qu'il ne peut pas, à mon avis, s'arrêter et se laisser grignoter petit à petit par des événements comme celui qui vient de se produire, et d'autres qui pourraient survenir juste à proximité de la ligne de front ainsi créée. Il a donc un problème à ce niveau-là. L'avancée inexorable de ses forces est quelque chose que ses généraux lui diraient. Nous ne voulons pas nous arrêter et simplement défendre. Nous ne voulons pas nous arrêter et végéter. Ce conflit a donc ses propres dynamiques sur le terrain qui influencent ses aspects stratégiques. Et c'est l'un des éléments que nous essayons d'exploiter. Nous essayons d'utiliser précisément cette pression à laquelle Poutine est soumis pour le pousser à agir, s'arrêter, pas défendre ou autre. Nous essayons d'utiliser cela pour continuer à le harceler et à dénigrer davantage ses forces. Ce n'est pas une bonne recette pour l'avenir de cette région. Et comme je l'ai souligné ailleurs, si j'étais les Polonais, pas le gouvernement actuel, mais si j'étais les Polonais, dont certains que je connais assez bien, je me demanderais si, dans un an, si nous continuons ainsi, je ne pourrais pas conclure un accord avec Moscou, où j'obtiendrais une partie du territoire que je convoite, et certains Polonais le convoitent encore intensément, et peut-être offrir un contexte aux problèmes auxquels Poutine est actuellement confronté, et lui donner une sorte de marge de sécurité entre la véritable OTAN, si elle existe encore, et je ne pense pas que ce sera le cas, et ses propres forces. Il existe donc toutes sortes de dynamiques dans ce conflit qui pourraient se manifester sur le plan militaire ou autrement. Mais je pense que le problème que nous avons actuellement, comme l'a dit Patrick, c'est que nous n'avons personne de compétent aux États-Unis pour gérer cette situation. Et je pense qu'il est essentiel, vraiment essentiel, que nous nous en occupions. C'est tout simplement dans la nature des choses, si vous voulez, que nous devons affronter. Et nous n'allons pas le faire de manière très compétente, ce qui pourrait aggraver les problèmes. Oui, juste pour conclure mes réflexions sur cette situation particulière, Danny, ceux à Washington, que ce soit J.D. Vance, Marco Rubio ou quiconque élabore la politique étrangère, ils doivent absolument inclure la Russie dans un cadre cohérent et contraignant de sécurité européenne. Il faut que la Russie en fasse partie. Les Européens et le Royaume-Uni disent en gros que la Russie est persona non grata pour tout ce qui concerne l'Europe. L'OTAN décidera, et ainsi de suite. Les États-Unis sont donc en position de s'assurer que cela prenne la bonne direction. Mais ils doivent aussi comprendre comment fonctionne ce mécanisme. Et tu sais, pendant très longtemps, l'OTAN a été le gant dans lequel les États-Unis pouvaient glisser leurs mains pour orienter les affaires militaires, politiques et économiques en Europe.
Et maintenant, nous assistons à l'émergence de différents types de politiques, y compris aux États-Unis, et à de nouvelles façons de penser la gestion de la politique étrangère dans des zones d'après-guerre, comme l'Europe et le Japon, par exemple, ou le Pacifique, une approche différente. Mais il s'agit aussi d'un interrègne très dangereux, historiquement. Et en même temps, et si vous l'avez remarqué, pour ceux qui étaient attentifs, la défense collective européenne prenait forme avant que le conflit ukrainien n'éclate de manière spectaculaire en février 2022. Et il venait tout juste de signer l'accord PESCO. Alors, pourquoi cela était-il important? Ce n'est pas exactement sans problème avec l'Europe, car le problème de l'Europe, c'est qu'il n'arrive jamais à être sur la même longueur d'onde en matière de politique étrangère. Parce que vous avez un ensemble de tous ces pays différents. L'OTAN a assuré cette continuité, dirigée par les États-Unis avec la Grande-Bretagne en second, pour décider de la politique étrangère à mener en Europe. Mais on peut voir que cela s'effrite aujourd'hui. Et je ne pense pas qu'il pourrait facilement s'accorder sans l'OTAN. Beaucoup de gens en Europe s'accrochent donc encore à l'OTAN. Ils ont besoin du poids de l'OTAN. Ils ont besoin de la gravité de l'OTAN. Ils ont besoin de disposer de cette voix en dehors de leur propre système démocratique pour exercer du pouvoir ou pour s'adapter à cette nouvelle configuration du pouvoir, quelle qu'elle soit. Car si cela se fait à travers l'Europe, ce sera totalement impossible. Et ils risquent simplement de finir par se subordonner à la croissance économique et aux intérêts asiatiques, ainsi qu'au fait que l'argent se trouve actuellement en Asie. Ils luttent donc contre l'inévitable en Europe. Les États-Unis doivent soit décider du rôle qu'ils vont jouer dans cette transition. On pourrait parler d'un monde multipolaire ou d'une économie politique mondiale centrée sur les BRICS. Et je ne vois pas ce genre de clarté. Je ne perçois vraiment aucune vision ni stratégie émanant des États-Unis, à part des opportunités de recherche de rente pour Trump et des jeux de pouvoir transactionnels du type « Qu'est-ce que vous allez nous donner? Qu'est-ce que vous allez nous apporter ?» Et ces guerres commerciales que Trump a déclarées au monde entier, c'est totalement dépourvu de direction. Je ne vois aucune politique claire, nulle part dans tout cela, y compris en matière de politique étrangère américaine, à part, comme Ray l'a dit, les instincts de Trump, vouloir faire ce qui est juste et mettre fin aux guerres. D'accord, c'est un bon point de départ. Mais il y a beaucoup d'autres choses essentielles qui doivent se produire pour en arriver là. Et c'est là le vrai problème. Je pense vraiment qu'il y a un manque d'imagination à Washington quant à la place de l'Amérique dans le monde pendant cette transition. Et on continue de qualifier la Chine d'ennemi. Qu'a donc fait la Chine aux États-Unis? Potentiellement, ils sont notre ennemi. Ils vont nous empêcher de garder notre position dominante dans l'hégémonie mondiale. C'est une façon de penser ridicule. Mais Marco Rubio lui-même répète ce genre de rhétorique depuis des années. Est-ce vraiment ce que ces gens pensent? Parce que je ne crois pas que cela fonctionnera à l'avenir pour les États-Unis. Patrick, ils improvisent, comme on disait autrefois. On improvise les choses, on les fait au coup par coup. Il n'y a pas de véritable vision, ni de politique réelle. Cependant, concernant l'Ukraine, il y a ce contexte que j'ai déjà décrit 2 fois, et le grain de sable dans l'engrenage, c'est les médias. C'est le complexe militaro-industriel renseignement-médias, d'accord? Et les médias, alors? Ils sont contrôlés par le reste du complexe militaro-industriel. Bon sang. Regardez les multinationales qui contrôlent les médias. Est-ce qu'on commence à éroder ce système? Oui, c'est le cas. Je pense qu'il y a eu quelques évolutions salutaires avec des reportages réellement sensés, même dans le Financial Times, si l'on regarde le mois dernier. C'est peut-être un signe avant-coureur de ce qui nous attend. Le vrai problème, c'est en Allemagne, où les médias sont encore pires qu'aux États-Unis, si vous pouvez le croire.
Peut-être pas aussi grave qu'en Grande-Bretagne, mais les Allemands ont été privés d'informations valables. Il y a un membre du parti de Sarah Wagenknecht, son nom, enfin il faudrait le dire ainsi, von diesem Königreich der Lügen nicht dumm machen zu lassen. D'accord. Donc c'est notre premier devoir face à ce Königreich, à ce royaume de mensonges. D'accord. Nicht dumm machen zu lassen. Ne pas nous laisser rendre idiots. Maintenant, il y a beaucoup d'Allemands qui se rendent compte qu'ils ont été rendus idiots. D'accord? Et je vois que Merz est probablement ironiquement un bon catalyseur pour les réveiller et leur faire dire « Mon Dieu, nos grands-pères nous ont parlé de ce qui s'est passé dans les années 30. » Est-ce que ce sont à nouveau les années 30? Et sommes-nous prêts à affronter les Russes? Mon Dieu. Ce que je vois ici, c'est une érosion progressive des choses, où les médias étaient trop moissons et pseudocuritis. Je considère, Danny, que ton émission et d'autres apportent une contribution énorme à cela et permettent aux Américains d'être informés. Mais il me semble que c'est là le grain de sable qui empêche que des choses sensées se produisent. Ce n'est pas seulement le désordre, l'incompétence et la stupidité à Washington, c'est aussi les médias qui ont en réalité beaucoup de contrôle sur les politiques de Washington. Enfin, personne ne le sait mieux que Vladimir Poutine, qui a dit expressément, c'est quasiment une citation, il y a 3 ans, « Je me rends compte que la politique étrangère américaine est principalement déterminée par des considérations politiques intérieures. C'est ainsi qu'elle se forme. » Donc, si les médias disent aux Américains que Poutine a 2 cornes et qu'il est pire qu'Hitler, cela doit cesser. Je vois de petites fissures dans ce discours, et je te félicite, Danny, ainsi que tous ceux qui essayent de permettre aux Américains d'être éduqués et informés.